Au petit matin du 6 juin 1944, une armada de plus de 4000 navires s'approche des côtes normandes. À son bord, 130 000 hommes s'apprêtent à débarquer pour ouvrir un troisième front en Europe. La grande opération Overlord a changé le cours de l'histoire. Les Alliés étaient parvenus à réaliser ce que les Allemands considéraient comme une entreprise utopique, la construction d'un port artificiel remorqué pièce par pièce et assez grand pour permettre le déchargement d'une armée mécanisée. Un véritable exploit logistique. Ce matin-là, sur les plages normandes, l'assaut final contre le Troisième Reich débutait. Overlord est la plus importante opération amphibie de l'histoire. 1300 navires de transport, 19 000 véhicules doivent débarquer. De nombreux soldats et parachutistes ont laissé leur vie sur les plages du débarquement pour permettre la libération de la France, de l'Europe. Le haut commandement allié ne cherche pas à se concentrer sur les plages, mais espère gagner l'intérieur des terres. Le général Patton donne alors l'ordre de descendre immédiatement, libérer la Bretagne. Quand je suis arrivé à Saint-Grégoire, je me suis occupé davantage et j'ai très bien compris que les Alliés ont eu beaucoup de mal à s'implanter après leur débarquement en Normandie. Et vers le mois de juillet, on a créé l'armée de Patton, dont la mission était de chercher à percer les lignes allemandes et de libérer, de commencer à libérer la France. Et le général Wood, une partie de l'armée de Patton, a donc réussi une percée à Avranches et est donc arrivé aux abords de Rennes en début d'août de 1944. C'est par cette route que la Jeep de tête de la colonne de blindés américaine, commandée par le général Wood, allié du général Patton, est arrivée le 1er août 1944. Les forces américaines arrivent à Béton vers 16 h par la route d'entrain, au prix d'une course folle de 65 km sans accrochage sérieux. Il s'agit de 300 hommes et 25 chars. On n'imagine pas que sur ces terres se sont livrées de terribles batailles. L'armée allemande disposait de mitrailleuses et de lance-roquettes anti-chars, dissimulées dans des cuves bétonnées, abritées par des haies et invisibles depuis la route. Alors il faut savoir que en 43, mars 43, quand la batterie est arrivée à Saint-Grégoire, les Allemands demandaient à ce qu'il y ait tous les jours une équipe de travailleurs de Saint-Grégoire qui venaient les aider à installer la batterie. Je me souviens très bien que d'Assigné, on entendait très bien la batterie de Maison-Blanche. Et entre nous, les gosses, on disait « Ah, ça, c'est celle de Maison-Blanche. Ah non, ça, c'est celle de Champy. » Parce que c'était... Bon, c'était le même son puisque c'était les mêmes canons. Mais c'était un peu déformé quand même. Et les canons étaient semi-enterrés. En principe, c'était pour ces canons-là servaient à tirer en l'air sur les avions. Hein. Donc, on les avait donc semi-enterrés pour les protéger. Et en plus, il fallait creuser des galeries pour aller d'une batterie dans l'autre. Il y a eu 6 canons de DCA, mais il y a eu aussi une mitrailleuse, on appelle ça des quadritubes, c'est 4 mitrailleuses ensemble. Et ça, c'est pour tirer, disons que c'est surtout pour tirer contre les avions de chasse. Madame Schall, qui habitait la Chênaie, à dire « Oh, ils ont abattu tous les pommiers qui étaient là. » Et c'est vrai que, vous savez que dans nos régions, à l'époque, il y avait beaucoup de pommiers, parce qu'on cultivait les pommes. Et donc, a fallu abattre pour améliorer la vue
ceux qui tenaient la mitrailleuse. Et ça a servi également au canon, puisqu'en réalité, le dégât qui a été fait à Maison-Blanche, c'est surtout par les canons de DCA qui ne tiraient pas en l'air, mais tiraient horizontalement directement sur les chars. À cette époque, il était plus facile de vivre à la campagne qu'en ville. Pour se nourrir ou pour échapper aux ennemis, Saint-Grégoire s'est peu à peu développé. Saint-Grégoire, à l'époque, avait autour de 1400-1500 habitants. En réalité, quelqu'un a écrit, mais je ne sais pas si on n'a jamais vérifié, que la population avait doublé, surtout en 1943, lorsqu'il y a eu beaucoup de bombardements sur Rennes. En 2014, quand on avait fait parler, il y avait une dame qui nous avait dit « Oh, moi j'étais auprès de la Guinebaudière et on était bien accueillis et on était contents d'être en dehors. » En plus, vous savez qu'à Saint-Grégoire, on a beaucoup de maraîchers. Les gens déjà habituellement venaient, c'était plutôt les maraîchers qui allaient vendre à Rennes, et là beaucoup de Rennais venaient s'approvisionner. Donc ça, plus la proximité de Saint-Grégoire, plus les bombardements, ont fait que, je ne sais pas s'il y avait vraiment 3000 habitants comme on le dit, mais il y avait sûrement beaucoup de réfugiés. On disait qu'en 1960-65, il y avait 120 fermes. Donc, vous voyez, il y avait la possibilité de loger des réfugiés, si on les appelle comme ceci. Ils venaient la nuit à Saint-Grégoire et tout proche de Rennes, ceux qui travaillaient sur Rennes, bien sûr, allaient travailler le jour à Rennes. Entends-tu le cri noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, à vos armes. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille. Il y avait un couvre-feu dans le bourg de Saint-Grégoire. Un Allemand était dans un sidecar au carrefour et sonnait un coup de clairon. Là, il fallait tous partir, rentrer chez soi. Ceux qui traînaient, il les emmenait cirer des bottes. Un des enfants a, un jour, ciré l'intérieur des bottes de l'officier. Un autre officier avait fait poser un panneau indicateur à Saint-Grégoire. Il avait menacé le maire de faire tuer 50 otages grégoriens si jamais quelqu'un y touchait. Afin d'éviter le drame, on a alors fait d'autres panneaux exactement identiques avec des charrettes pour le cas où il serait arrivé quelque chose. Mon père était bûcheron, il n'était pas à la maison, mais ma mère s'occupait d'une petite ferme de quelques hectares et souvent elle était visitée par des Allemands, par équipe de 2, qui venaient acheter des produits de la ferme et ils aimaient beaucoup les œufs. Ma mère disait toujours, elle n'avait pas envie de leur vendre, mais bon, elle restait quand même assez sympathique. Elle leur disait, ah non, vos copains sont passés ce matin, j'en ai plus. Sauf qu'un jour, elle était en train de sortir du poulailler avec un panier, venait de dénicher les œufs et à ce moment-là, elle n'a pas pu dire qu'elle n'en avait pas. Elle disait ça après la guerre, oh, je n'ai vendu que 6 œufs aux Allemands. Un jour, on rentre à la maison avec ma mère, on était allé travailler, enfin moi je l'avais accompagnée, elle travaillait dans un champ, on arrive à la maison et on voit sur la porte un petit papier, maman va voir dans le grenier. Alors ma mère aussitôt va voir dans le grenier et elle voit dans le grenier un parachute
qui était en train de sécher. Elle a paniqué. Elle a dit « Oh là là, si les Allemands viennent par là, comment je vais... » Elle a pris ses ciseaux, elle a transformé le parachute en petits morceaux et tous les cordes et tout. Elle a disputé mon frère quand elle l'a vu après. « Mais écoute, si jamais les Allemands étaient passés... Je voulais l'indiquer parce que je me souviens toujours, ma mère n'a jamais oublié cet épisode-là. Malgré le débarquement qui s'était déroulé quelques semaines plus tôt, l'armée allemande, installée à Saint-Grégoire depuis 4 années, n'était pas sur le qui-vive. Les Allemands ont été surpris par si vous voulez, je peux vous donner une petite anecdote au passage. Ça m'a été raconté par le fermier qui était au Fontenelle, juste à côté de la batterie. Il me dit, c'était cet après-midi, je venais de finir ma sieste et je m'apprêtais, j'étais en train de préparer la lieuse pour aller couper du blé dans un champ. Et je voyais les Allemands qui étaient au soleil, pas du tout en tenue, qui étaient en train de faire leur sieste. Et c'était le premier jour de la bataille, c'est-à-dire environ 1 heure avant qu'effectivement l'attaque a commencé. Donc, on trouve ça, si vous voulez, aberrant aujourd'hui avec les moyens de communication qu'on a, mais là, effectivement, il m'a dit, ils ont été surpris, et c'est pourquoi le premier officier qui est arrivé à Saint-Laurent, qui s'appelait le lieutenant-colonel Kirkpatrick, a dit en tout début d'après-midi, je suis le premier allié, l'allié le plus avancé, puisque je suis aux abords de Rennes. John Charles Wood prit la décision d'attaquer la DCA à Maison-Blanche. Il a pourtant été averti par Jean Chasles, 23 ans, natif de la ferme de la Chênaie, qui tente de l'en dissuader. Lui connaissait les positions des redoutables batteries flak. Mais l'officier américain se méfie. Premièrement, je pense que Patton, lui, quand il avait un objectif, il fonçait. Je pense que les Américains n'étaient pas prêts à écouter ce que disaient les civils. C'est vrai qu'on leur a reproché, c'est vrai qu'ils auraient pu rentrer dans Rennes, soit par la gauche, soit par l'ouest, soit par l'est, et ça aurait été plus facile, mais il ne faut pas oublier que l'objectif de Kirkpatrick, qui commandait les premiers éléments, c'était Saint-Laurent. C'était pas Maison-Blanche. Maison-Blanche n'existait pas sur les cartes américaines, mais Saint-Laurent existait. On connaissait l'épicière de Saint-Grégoire, qui connaissait un fermier à la Guiboldière qui prend des réfugiés. Celui-ci nous a aidés. Il est venu avec un cheval chercher quelques meubles. C'était la famille Schubert. Ils avaient fait un abri et nous étions plusieurs familles, au moins une 30aine de personnes. La nuit où les Américains sont arrivés, mon père était effrayé. Il a cru voir des Allemands, mais grâce à l'étoile blanche, des soldats, il a pu les reconnaître. Le 1er août 1944, pris sous le feu de 6 redoutables canons de 88 de la batterie nazie, capables de tirer à l'horizontale, les Américains perdent alors 11 chars, 3 autochenilles et 26 hommes d'équipage sur les 140 GI engagés à Maison-Blanche. C'est un coup rude pour les armées, sanglant mais décisif. Après ce terrible épisode du 1er août 1944, les troupes américaines se retirèrent alors, légèrement sous couvert d'un rideau de fumée, et 30 P-47 Thunderbolt pilonnèrent les positions de DCA allemandes. Mon père m'a dit « Tu ne sais pas ce que c'est que la guerre, va donc à Maison-Blanche. » J'y suis allé et j'ai vu une voiture d'Allemands dans le fossé et un homme étalé mort dans l'herbe. L'homme qui gardait le passage à niveau m'a lancé « Mais qu'est-ce que tu fous là? Les Boches tirent sur tout ce qui bouge. Rentre chez toi et reste-y !»
J'ai échappé à 3 rafales d'armes automatiques sur mon vélo et je me suis caché dans une haie d'épines. Les bombes sont tombées sur la maison à 20 mètres de moi. Le toit s'est soulevé. Les murs se sont effondrés. Et je n'ai plus vu que de la poussière. S'ensuivront 2 jours de combats violents, des raids des chasseurs bombardiers de l'US Air Force contre l'occupation allemande. Acculé par cette pression et les frappes alliées depuis 48 heures à Maison-Blanche et sur toute la ville de Rennes, le général Koenig donnera l'ordre de retraite à ses troupes vers 3 heures du matin, dans la nuit du 3 au 4 août. 1 heure plus tard, les Allemands présents à Maison-Blanche sabordent leurs armements lourds et battent en retraite. Le verrou allemand finit par sauter. Qui tenait le moulin de Charbonnières. Lorsque vous allez au moulin de Charbonnières, de la route normale, du passage à niveau, on descend puisque la construction de la voie de chemin de fer était un peu surélevée par rapport, bien sûr, au canal. Donc il y avait eu un monticule de terre qui avait été fait pour supporter les rails. Et on avait utilisé ce relief particulier pour créer un abri. Et c'était un abri qui était... Tout le monde faisait un abri, mais c'était un abri où on mettait 3 ou 4, 5 personnes. Là, c'était un abri important, dit-il, où on pouvait mettre pratiquement une centaine de personnes. Et beaucoup de civils de Maison-Blanche, aussitôt qu'ils ont entendu parler de l'arrivée des Américains, se sont retranchés comme ils ont pu et ont été donc à l'abri de Charbonnières. Et d'ailleurs, ça c'est pas une anecdote, c'est une réalité, il y a eu beaucoup de victimes de soldats, qu'ils soient alliés ou allemands, mais il y a eu très peu de victimes civiles. Cette libération de Rennes du 4 août 1944 n'empêchera pas le dernier train de résistants déportés, qui quittera Rennes quelques heures avant la libération. Ce train, appelé le train de l'Angers, le train de la souffrance, le train du désespoir, dont quelques rares personnes s'échapperont, emmènera dans les camps de la mort des dizaines d'hommes et de femmes. Le premier GI qui a été tué à Maison-Blanche s'appelle Herbert Bachand. Et Herbert Bachand, une quinzaine de jours avant la bataille, il montre une photo à ses collègues où il dit « Voilà, j'ai 3 enfants qui sont nés, des triplés qui sont nés en Amérique. » Et on a réussi en 2014 à les faire venir, grâce à M. Maignan, qui est un historien de Rennes, on a réussi à les faire venir à Saint-Grégoire. 50 alliés et 60-70 allemands qui sont restés effectivement. Donc, on a commémoré les victimes et tous les ans, au 1er, 2 ou 3 août de chaque année, on fait une cérémonie commémorative de la bataille de Maison-Blanche. Maison-Blanche, après cet épisode-là, s'est réunie. Les habitants ont beaucoup travaillé entre eux et ont organisé des fêtes où se retrouvaient bien sûr les habitants environnants, mais également beaucoup de Rennais. Ils ont eu peur ensemble et la joie a éclaté.